Le téléphone a hurlé à 2h05 du matin, déchirant le silence de notre maison victorienne comme une tronçonneuse dans le brouillard. J'étais déjà réveillé, de toute façon, à fixer les taches d'humidité sur le plafond de notre chambre, écoutant le vent d'octobre faire vibrer les vieilles fenêtres. Le côté du lit de Vivian n'avait pas été touché depuis hier matin. Allô. Ma voix est sortie plus rauque que je ne l'avais prévu. Evan, c'est Cameron Holt, du bureau de Vivian. La voix était trop suave, trop étudiée, comme s'il avait répété cette conversation. Je voulais vous faire savoir qu'elle reste tard ce soir pour finir un projet. Grosse présentation client demain. Je me suis assis. Mes mains calleuses d'entrepreneur agrippaient le téléphone plus fort. Cameron Holt, PDG de Coastal Marketing Solutions, la firme qui collaborait avec l'agence de relations publiques de Vivian depuis les 6 derniers mois. Les mêmes 6 mois pendant lesquels Vivian rentrait de plus en plus tard, ses vêtements sentant le parfum de luxe au lieu de son habituelle lavande. Merci de me le faire savoir, dis-je, en gardant ma voix neutre. Vraiment attentionné de votre part d'appeler ? Bien sûr. Ici, nous prenons soin de nos partenaires. Partenaires, c'est ça ? La ligne est devenue silencieuse. J'ai reposé le téléphone et l'ai fixé un long moment, mon esprit tournant à plein régime. En 20 ans comme entrepreneur indépendant, j'avais appris à faire confiance à mon instinct. Et à cet instant, tout mon instinct hurlait que Cameron Holt mentait comme un arracheur de dents. J'ai attrapé mon portable et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'au numéro de Finn. Finn Harlow était mon meilleur ami depuis le lycée, à l'époque où nous n'étions que des gamins de rien du mauvais côté de la ville. Maintenant, il était le meilleur photographe de la côte du Maine et sa femme, Nora, l'avocate la plus brillante de ce côté de Portland. Finn, il a répondu dès la première sonnerie, la voix alerte. Laisse-moi deviner, Vivian travaille encore tard. Cameron Holt vient d'appeler pour expliquer, très prévenant de sa part. Nora est déjà en train de s'habiller. On te retrouve au bureau. C'est ce que j'aimais chez Finn. Pas de mots superflus, pas de questions pour savoir si j'étais sûr. Il me connaissait assez bien pour comprendre que quand j'appelais à 2h du matin, je ne cherchais pas de conseils. Je cherchais du renfort. J'ai enfilé mon jean et j'ai pris mon ancien badge de presse dans le tiroir de la commode. Il était périmé de 5 ans, mais les gardes de sécurité regardaient rarement d'aussi près. J'ai aussi pris mon appareil photo numérique et un petit pied de biche que je gardais pour les urgences. Dans mon métier, on apprend à être prêt à tout. Le trajet jusqu'au bureau de Vivian a duré 12 minutes à travers des rues vides. Le brouillard montait du port, transformant les lampadaires en halos fantomatiques. Je me suis garé en face de l'immeuble de Coastal Marketing, un monument de verre étincelant à la gloire du nouvel argent qui détonnait au milieu des bâtiments en briques usées du centre-ville. Le pick-up de Finn était déjà là, ainsi que la berline de Nora. Ils attendaient près de l'entrée des employés. Finn, son sac d'appareil photo professionnel en bandoulière. Nora tenant un dossier en carton qui paraissait menaçant dans la pénombre. La sécurité, ai-je demandé. C'est Tommy Morrison qui travaille ce soir, a dit Finn. Tu te souviens de lui ? Tu l'as sorti de ce pétrin de conduite en état d'ivresse l'année dernière quand sa femme était enceinte. J'ai hoché la tête. Tommy me devait une faveur. Et dans une ville de cette taille, les faveurs étaient une monnaie d'échange. Nous avons marché jusqu'à l'entrée et j'ai passé ma carte magnétique. Vivian me l'avait donnée il y a des mois, à l'époque où elle prétendait encore vouloir m'impliquer dans sa vie professionnelle. La lumière est passée au vert. Tommy était à son bureau, lisant un thriller de poche. Il a levé les yeux quand nous nous sommes approchés, son visage passant par la reconnaissance, la confusion, et finalement la compréhension. Bonsoir, Evan. Il n'a pas posé de questions, il a juste replongé le nez dans son livre. L'ascenseur fonctionne bien ce soir. Le trajet jusqu'au 7e étage a semblé durer une éternité. Mon cœur martelait contre mes côtes, mais pas à cause de la nervosité. C'était de l'anticipation. Pendant des mois, j'avais été l'idiot, le mari crédule qui croyait aux mensonges de plus en plus élaborés de sa femme. Ce soir, c'était fini. Le couloir était sombre, à l'exception de l'éclairage de secours, mais je pouvais voir de la lumière filtrée sous la porte de la salle de conférence au fond. En nous approchant, j'ai entendu des voix. Le rire de Vivian, aigu et haletant. Une voix d'homme, basse et pressante. J'ai atteint la poignée de la porte, puis je me suis arrêté.
Tu es sûr de ça, ai-je chuchoté à Finn. Il a ajusté les réglages de son appareil. Sûr depuis la 3e fois qu'elle a annulé un dîner avec nous pour travailler tard. Nora s'est avancée, le visage sombre. Evan, il y a quelque chose que tu devrais savoir avant qu'on entre. J'ai fait quelques recherches sur Cameron Holt. Quel genre de recherche? Le genre qui a révélé des dossiers financiers très intéressants. Il est marié, au fait, depuis 19 ans. Sa femme, Julia, est une femme charmante qui est bénévole à l'hôpital pour enfants. Mon estomac s'est noué. Elle est au courant. Elle l'est maintenant. Je l'ai appelée il y a 1 heure. Le sourire de Nora était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Elle attend dans le parking. Je l'ai dévisagée. Tu as fait venir sa femme. J'ai apporté des preuves, a corrigé Nora. Julia voulait simplement les voir de ses propres yeux. Finn a levé son appareil. Prêt quand tu veux. J'ai tourné la poignée et j'ai poussé la porte. La salle de conférence était éclairée par les lumières de la ville qui traversaient les baies vitrées. La longue table en acajou dominait l'espace, et dessus, comme une pièce maîtresse obscène, se trouvait ma femme depuis 12 ans, enfourchant Cameron Holt, sa jupe relevée jusqu'à la taille, sa chemise à lui déboutonnée et ouverte. Ils se sont figés comme des biches surprises par des phares. La bouche de Vivian formait un haut parfait de stupeur. Les mains de Cameron, qui agrippait ses hanches, se sont levées pour protéger son visage. Le flash de l'appareil de Finn a crépité 1 fois, 2 fois, 12 fois en succession rapide, le son résonnant contre les murs de verre comme des coups de feu. Arrête! Vivian est descendue de Cameron en se dépêchant, essayant de refermer son chemisier. Evan, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? J'ai gardé ma voix conversationnelle, presque amusée. Parce que ça ressemble beaucoup à toi en train de te taper ton partenaire d'affaires sur le mobilier de l'entreprise. Mais bon, je ne suis qu'un entrepreneur. Qu'est-ce que j'y connais en gestion de projets de haut niveau? Cameron essayait frénétiquement de boutonner sa chemise. Écoutez-moi bien, merci. Non, c'est toi qui vas écouter. Nora est entrée dans la lumière et le visage de Cameron est devenu blanc. Bonjour, Cameron. Je crois que vous connaissez son épouse, Julia. La voix de Cameron s'est brisée comme celle d'un adolescent. Qu'est-ce que tu fais ici? Julia Holt était une petite femme aux cheveux gris acier et avec le genre de dignité tranquille qui vient après avoir élevé 3 enfants et fait du bénévolat pour des œuvres de charité pendant 2 décennies. Elle a regardé son mari avec l'expression de quelqu'un qui venait de trouver un cafard dans son café. Je suis ici parce que Madame Marlin m'a appelé avec des informations très intéressantes sur les récents voyages d'affaires de mon mari. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler. Elle a suggéré que je pourrais vouloir voir de mes propres yeux sur quel genre de projet vous avez travaillé. Vivian avait enfin réussi à boutonner son chemisier, mais ses cheveux étaient en désordre et son rouge à lèvres était étalé sur sa joue. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une femme prise sur le fait. C'est du harcèlement, a-t-elle dit, la voix tremblante. Vous ne pouvez pas entrer par effraction comme ça. Effraction? J'ai sorti ma carte magnétique et l'ai agitée devant elle. C'est toi qui me l'as donnée, tu te souviens? À l'époque où tu faisais encore semblant de m'aimer. Nora a ouvert son dossier en carton et a étalé des papiers sur la table de conférence, en évitant soigneusement la zone où ma femme avait exécuté son travail de projet. Avant de continuer cette conversation, a-t-elle dit de sa meilleure voix de prétoire, il y a quelques documents que tout le monde devrait examiner, à commencer par celui-ci. Elle a brandi un document juridique que j'ai reconnu immédiatement. Le visage de Vivian est devenu blême. Qu'est-ce que c'est? A demandé Cameron. Un contrat de mariage, ai-je dit. Plus précisément, celui que Vivian a signé avant que nous nous marions. Celui avec la clause d'infidélité qu'elle a apparemment oubliée. La bouche de Vivian s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Ce n'est pas. Vous ne pouvez pas. Section 12, paragraphe 3, à Lunora à voix haute. En cas d'adultère par l'une ou l'autre des parties, le conjoint fautif renonce à toute prétention sur les biens matrimoniaux, y compris, mais sans s'y limiter, les biens immobiliers, les comptes d'investissement et les intérêts commerciaux. Mais j'ai aidé à construire l'agence, a protesté Vivian. J'y ai tout mis. Avec mon argent, lui ai-je rappelé. Les 50 000 que je t'ai prêtés pour lancer l'entreprise venaient de mon compte de retraite, le compte qui est toujours à mon nom.
Cameron nous regardait tour à tour comme un spectateur à un match de tennis. Attendez une minute. Vivian et moi avons une relation d'affaires légitime. Oh, en effet, a interrompu Nora. Elle a sorti une autre liasse de papier. Une relation d'affaires très intéressante qui implique une comptabilité créative et ce que la SEC pourrait considérer comme une fraude sur les valeurs mobilières. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le visage de Cameron est passé du rouge au blanc puis au gris en l'espace de 5 secondes. Je ne vois pas de quoi vous parlez, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Des comptes offshore aux îles Caïmans, des fonds de clients détournés par des sociétés écrans, une trace écrite qui mène directement à vos 2 signatures. Le sourire de Nora était prédateur. Je dois admettre que c'était assez astucieux. Si vous n'aviez pas été aussi négligent sur l'endroit où vous teniez vos réunions d'affaires, vous vous en seriez peut-être sorti. Vivian s'est effondrée dans l'un des fauteuils de conférence en cuir. Comment as-tu découvert ça? Tu as laissé ton ordinateur portable ouvert mardi dernier, ai-je dit. Quand je t'ai apporté le dîner que tu étais trop occupé pour manger. C'est incroyable ce qu'un homme peut apprendre en 5 minutes quand sa femme le croit trop stupide pour comprendre les feuilles de calcul. La vérité, c'est que j'avais des soupçons depuis des mois. Les vêtements chers que Vivian ne pouvait pas se permettre avec son salaire. Les mystérieux voyages d'affaires qui ne semblaient jamais générer de nouveaux clients. La façon dont elle avait commencé à parler d'argent comme s'il s'agissait d'une eau coulant librement et sans conséquence. Alors, voici comment ça va se passer, ai-je continué. Vivian, tu vas signer les papiers du divorce qui me donnent tout. Et en retour, je ne porterai pas plainte pour le vol de mes fonds de retraite. Cameron, tu vas transférer chaque centime que tu as volé sur les comptes de tes clients. Et peut-être que Julia ne te prendra pas tout ce que tu possèdes dans le divorce. Et si nous ne le faisons pas? La voix de Cameron était à peine un murmure. Nora a sorti un dernier document. Alors cette assignation fédérale sera déposée demain matin et au lieu de divorce discret, vous devrez tous les 2 expliquer vos pratiques commerciales à un procureur fédéral. Le silence s'est étiré comme un fil tendu. À travers les fenêtres, je pouvais voir les lumières du port se refléter sur l'eau, paisible et éternelle. Il était difficile de croire qu'il y a à peine 1 heure, j'étais allongé dans mon lit, à m'apitoyer sur mon sort. Tu as planifié ça, a finalement dit Vivian. Tu savais. Je suspectais. Il y a une différence. J'ai regardé ma femme. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Elle était belle, réussie, tout ce que je pensais vouloir quand nous nous sommes mariés. Mais quelque part en cours de route, elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux chaque matin et mentir sans ciller. La question est, ai-je continué, voulez-vous faire ça à la manière douce ou à la manière forte? Cameron a regardé sa femme, qui se tenait toujours près de la porte comme une statue de fureur vertueuse. Julia, je peux expliquer. 19 ans, a-t-elle dit doucement. 19 ans que je suis marié à un étranger. Elle s'est retournée et est sortie de la salle de conférence, le claquement de ses talons sur le sol en marbre résonnant comme un compte à rebours. Cameron a commencé à la suivre, mais Nora lui a barré le chemin. Je ne ferai pas ça, a-t-elle conseillé. Julia va avoir besoin de temps pour digérer ça, et vous allez avoir besoin de temps pour trouver comment réparer les choses. Vivian fixait le contrat de mariage comme si c'était un serpent qui pouvait la mordre. Ce n'est pas fini, Evan. Si, ça l'est. J'ai pris l'appareil de Finn et j'ai fait défiler les photos. 12 clichés parfaits de l'infidélité de ma femme. Chacun d'une clarté cristalline et indéniablement accablant. À moins que tu ne veuilles que celle-ci se retrouve en première page du Harbor Light Gazette, tu signeras tous les papiers que Nora te mettra sous le nez. Tu n'oserais pas. Je l'ai regardé un long moment. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant 12 ans et qui pensait apparemment que j'étais trop faible pour me battre quand elle me trahissait. Mets-moi au défi. Le lendemain matin, j'ai eu l'impression de me réveiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Assis à la table de ma cuisine, je buvais du café dans une tasse que Vivian m'avait offerte pour Noël il y a 3 ans, en regardant le lever du soleil peindre le port d'or et de rose. Elle n'était pas rentrée. Je n'étais pas surpris. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis 6 heures du matin. SMS, appels manqués, messages vocaux de numéros que je ne reconnaissais pas. La nouvelle se répandait en ville comme une traînée de poudre, comme toujours dans les endroits où tout le monde connaît les affaires de tout le monde.
On a frappé pour la première fois à 7h30. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver Madame Pennington, ma voisine, tenant un plat à gratin et arborant l'expression de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie des ragots. « Evan, mon cher », a-t-elle dit en me poussant pour entrer dans le salon. « Je vous ai apporté le petit déjeuner. J'imagine que vous n'avez pas beaucoup dormi la nuit dernière. » Madame Pennington avait 73 ans et vivait dans le quartier depuis plus longtemps que quiconque pouvait se souvenir. Elle savait tout sur tout le monde, et ce qu'elle ne savait pas, elle pouvait le deviner avec une précision effrayante. « C'est très gentil de votre part, dis-je en prenant le plat. Il était encore chaud. J'ai vu que la voiture de Vivian n'était pas dans l'allée ce matin. Elle s'est installée dans mon fauteuil inclinable comme si elle était chez elle. De l'eau dans le gaz? Je savais que ce moment viendrait. Dans une ville de la taille de Harbor Falls, les secrets avaient la durée de vie des éphémères. La question était de savoir combien en dire et à qui. Vivian et moi avons quelques difficultés, dis-je prudemment. Les yeux de Madame Pennington se sont illuminés. Ça ne me surprend pas. Ça fait des mois que je vois cette voiture de luxe dans votre allée à des heures indues. Une BMW argentée avec des plaques du Massachusetts. Pas le genre de voiture que nos voisins conduisent d'habitude. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Vous avez vu la voiture de Cameron ici? Oh, c'est son nom. Un bel homme, bien qu'un peu vieux pour de telles manigances. Je l'ai vu partir un après-midi alors que vous étiez sur le chantier Morrison. Vivian l'a raccompagné à sa voiture, et laissez-moi vous dire que ce n'était pas un au revoir professionnel. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Il s'était vu chez moi, dans mon lit, probablement. La violation me semblait encore plus profonde que ce que j'avais vu la nuit dernière. C'était quand, ai-je demandé. Oh, plusieurs fois au cours des derniers mois. Toujours quand vous travaillez. Cette femme n'a aucune honte. Agir ainsi juste sous votre nez. On a frappé une deuxième fois. Cette fois, c'était Finn, portant un sac de la charcuterie Murphy S. et ayant l'air de ne pas avoir dormi non plus. « Bonjour, Madame P. » a-t-il dit en saluant notre voisine. « Evan, il faut qu'on parle. » Madame Pennington a compris le message et a ramassé son manteau. « Bon, je vais laisser les garçons discuter de leurs affaires. Evan, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. » Après son départ, Finn a étalé le contenu de son sac sur la table de ma cuisine. Café, bagel et une enveloppe en papier craft qui a fait accélérer mon pouls. Nora a travaillé toute la nuit. Il a dit, l'assignation fédérale est réelle, au fait. Elle l'a déposée il y a 3 semaines, dès qu'elle a trouvé la première preuve des comptes offshore. 3 semaines? Je l'ai dévisagé. Vous étiez au courant depuis 3 semaines? On s'en doutait. Nora montait un dossier, mais elle avait besoin de preuves solides. La nuit dernière nous les a données. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai étalé son contenu. Relevé bancaire, impression de mai, photographie de documents. C'était accablant et irréfutable à la fois. On parle de combien d'argent, ai-je demandé. Estimation prudente, environ 2 millions de dollars détournés des comptes clients au cours des 18 derniers mois. Votre femme et Cameron ont été très occupés. 2 millions de dollars. Je gagnais peut-être 60 000 dollars par an comme entrepreneur, dans une bonne année. L'ampleur de la trahison de Vivian était stupéfiante. Il y a plus, a continué Finn. Nora a trouvé des preuves qu'il prévoyait de disparaître. Des billets d'avion pour le Costa Rica achetés la semaine dernière, aller simple. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ils allaient s'enfuir. On dirait bien. Ils auraient probablement vidé les comptes restants et se seraient volatilisés, vous laissant, toi, Julia et tous leurs clients, avec les problèmes. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu avec un indicatif local. Monsieur Mercé, ici le détective Ray Kowalski du département de police de Harbor Falls. Je me demandais si vous pouviez passer au poste pour discuter. Ma bouche est devenue sèche. À quel sujet? Juste quelques questions sur une plainte que nous avons reçue ce matin. Rien de grave, mais nous aimerions éclaircir ça. J'ai regardé Finn, qui écoutait ma partie de la conversation avec une inquiétude croissante. Je serai là dans 1 heure, dis-je. Après avoir raccroché, Finn a secoué la tête. Ils essaient de retourner la situation contre toi.
Harcèlement, violation de domicile, quelque chose comme ça. Mais nous ne sommes pas entrés par effraction. J'avais une carte. Ça n'a pas d'importance. Ils sont désespérés, et les gens désespérés font des choses stupides. 1 heure plus tard, j'étais assis dans une salle d'interrogatoire stérile au poste de police, face au détective Kowalski, de l'autre côté d'une table en métal. C'était un homme imposant, aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués, le genre de flic qui avait tout vu 2 fois. Alors, a-t-il dit en ouvrant un dossier. Votre femme a déposé une plainte ce matin. Elle dit que vous êtes entré par effraction dans son bureau la nuit dernière avec des complices et que vous l'avez menacé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi ne me racontez-vous pas ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, de l'appel de Cameron à la confrontation dans la salle de conférence. Kowalski a écouté sans m'interrompre, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. Vous avez des preuves de ces irrégularités financières, a-t-il demandé quand j'ai eu fini. Mon avocate en a, et les photographies que votre ami a prises. Preuve d'adultère, ce qui est pertinent pour ma procédure de divorce. Kowalski s'est adossé à sa chaise et m'a étudié un long moment. Monsieur Mercey, je suis flic dans cette ville depuis 22 ans. Je sais quand quelqu'un dit la vérité et quand on me mène en bateau. L'histoire de votre femme a plus de trous qu'une passoire. Le soulagement m'a envahi. Alors, vous ne portez pas plainte? Je ne porte plainte pour rien tant que je n'ai pas vu toutes les preuves. Mais entre vous et moi, si la moitié de ce que vous me dites est vrai, votre femme et son petit ami vont avoir de plus gros problèmes qu'une plainte pour harcèlement. J'ai quitté le poste de police avec un optimisme prudent. Mais ce sentiment s'est évaporé quand j'ai vu mon pick-up. Les 4 pneus avaient été crevés et quelqu'un avait gravé « menteur » dans la peinture sur la portière du conducteur. J'ai appelé Finn pour qu'il vienne me chercher et, en attendant, j'ai remarqué une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Riley Knox, appuyé contre un SUV noir, me regardant avec une hostilité non dissimulée. Riley était le consultant en sécurité de Cameron, ce qui était une façon polie de dire qu'il faisait le sale boulot qui ne pouvait pas être retracé jusqu'à son patron. Ex-flic, ex-militaire, actuellement sans emploi, sauf pour ce que Cameron le payait au noir. Il a souri et m'a fait un petit signe de la main, puis il est monté dans son SUV et est parti. Le message était clair, laisse tomber, ou les choses empireront. Mais Riley Knox avait fait une erreur critique. Il avait sous-estimé à quel point j'étais en colère et jusqu'où j'étais prêt à aller pour que justice soit faite. Ce soir-là, j'étais assis au Harbor Light, le bar miteux local où tout le monde allait noyer ses problèmes et ragoter sur ses voisins. Oz Marsh, le propriétaire, était un vieil ami qui avait joué au baseball en semi-professionnel jusqu'à ce que ses genoux le lâchent. Maintenant, il servait de la bière et collectionnait des histoires, et son bar était l'échange d'informations officieux pour la moitié de la ville. J'ai entendu dire que tu as eu de l'animation hier soir, a dit Oz en faisant glisser une bière sur le comptoir en bois balafré. Les nouvelles vont vite. Plus vite quand elles concernent le couple en or de la ville. Vivian a toujours agi comme si elle était trop bien pour nous autres. J'ai pris une gorgée de bière et j'ai regardé autour du bar. C'était le début de soirée et la foule habituelle commençait à arriver. Ouvriers du bâtiment, pêcheurs, vendeurs, des gens qui travaillaient de leurs mains, payaient leurs factures et ne volaient pas des millions de dollars à leurs clients. Je peux te demander quelque chose, Oz? Vas-y. Depuis combien de temps les gens parlent de Vivian et Cameron? Oz a essuyé un verre et a réfléchi à sa réponse. Quelques mois, peut-être plus. Tu sais comment c'est dans une petite ville. Les gens voient des choses, ils parlent. La plupart des gens pensaient que tu savais et que tu gardais juste le silence. Et si je n'avais pas gardé le silence? Alors tu aurais découvert ce que tout le monde savait déjà. Ta femme te tournait en ridicule et la moitié de la ville avait pitié de toi. La vérité faisait mal, mais elle clarifiait aussi les choses. J'avais été le dernier à savoir ce qui se passait dans ma propre vie. Le mari crédule dont tout le monde avait pitié. Ça s'arrêtait maintenant. Oz, je peux te demander une faveur? Ça dépend de ce que c'est. Demain soir, j'aurai besoin d'emprunter ton arrière-salle pour une réunion privée, juste pour 1 heure ou 2. Oz a étudié mon visage. C'est pour te venger? C'est pour obtenir justice. Il a hoché la tête lentement. L'arrière-salle est à toi. Fais juste attention de ne rien faire qui me ferait fermer boutique. J'ai fini ma bière et je suis rentré chez moi.
Mon esprit travaillait déjà sur la phase suivante de mon plan. Vivian et Cameron pensaient qu'ils pouvaient m'intimider pour que je recule. Ils pensaient pouvoir me faire passer pour le mari fou qui ne pouvait pas accepter la réalité. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Laisse tomber maintenant ou tu le regretteras. C'est ton seul avertissement. J'ai effacé le message et j'ai souri. Riley Knox avait raison sur un point. Quelqu'un allait définitivement le regretter. Mais ce ne serait pas moi. L'ancienne filature de textile millicanin se dressait en périphérie de la ville comme un monument à des temps meilleurs. Ses fenêtres brisées regardaient aveuglément le port. L'usine était fermée depuis 15 ans, depuis que l'entreprise avait délocalisé ses opérations à l'étranger. Mais le bâtiment restait, pourrissant lentement dans l'air salin. C'était aussi l'endroit parfait pour une conversation privée. J'avais reçu le SMS de Riley Knox à midi. Retrouve-moi à l'ancienne usine à 20h. Viens seul. Il est temps de régler ça entre hommes. Riley pensait qu'il tendait un piège. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais anticipé son coup et que je m'étais préparé en conséquence. Finn était déjà en position quand je suis arrivé, caché dans l'ancien bureau de l'usine avec une vue dégagée sur le rez-de-chaussée et un appareil photo équipé d'un téléobjectif. Nous avions repéré les lieux cet après-midi-là, identifiant les issues de secours et les lignes de mire comme si nous planifions une opération militaire. « Tu es sûr de ça ?» m'avait demandé Finn plus tôt. « Riley ne va pas me faire de mal », avais-je répondu. « Il va me menacer, peut-être me bousculer un peu, essayer de me faire peur pour que je recule, mais il ne fera rien qui ne puisse être justifié. Et si tu te trompes? Alors tu auras tout sur caméra, et Nora s'assurera que Riley passe les 10 prochaines années en prison. » Maintenant, debout dans le vaste rez-de-chaussée de l'usine, je me sentais moins confiant que je n'en avais l'air. Le bâtiment craquait et gémissait autour de moi, et chaque ombre pouvait cacher une menace. Mais j'étais allé trop loin pour reculer maintenant. Riley a émergé de derrière l'un des anciens métiers à tisser à 20h précises. C'était un homme imposant, peut-être un M88 et 90 kilos de muscles, avec le genre de confiance qui vient d'années passées à intimider des gens plus petits que lui. « Evan Mercer », a-t-il dit, sa voix résonnant contre les murs de béton. « J'apprécie que tu sois venu. Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas? On a toujours le choix. C'est de ça que je suis venu parler. » Riley s'est approché, les mains ballantes le long de son corps. Il essayait d'avoir l'air décontracté, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont son poids était réparti sur la pointe de ses pieds. C'était un homme prêt à la violence. « Voilà le truc », a-t-il continué. « Tu te fais une fausse idée de Monsieur Holt et de ta femme. Ce que tu as vu hier soir, c'était juste deux partenaires d'affaires célébrant un accord réussi. Les choses ont un peu dérapé, peut-être, mais rien qui ne puisse être expliqué. Par célébrer, tu veux dire se taper sur la table de conférence? » L'expression de Riley n'a pas changé. Je veux dire, deux adultes qui avaient trop bu et ont fait une erreur. Ça arrive. Mais maintenant, tu essaies d'en faire quelque chose que ce n'est pas, et ça cause des problèmes à tout le monde. Des problèmes comme des enquêtes fédérales pour fraude sur les valeurs mobilières? Des problèmes comme des gens bien qui se font blesser par des mensonges et des malentendus. J'ai failli rire. Des gens bien. Ton patron a volé 2 millions de dollars à ses clients, et ma femme l'a aidé à le faire. Où sont exactement les gens bien dans cette histoire? Riley a fait un autre pas en avant. Les gens bien sont ceux qui vont souffrir quand tout ça sera monté en épingle. Monsieur Holt emploie 37 personnes. L'agence de ta femme a 12 employés. Tu veux détruire tous ces emplois parce que tu es embarrassé par ton mariage. Je veux empêcher 2 voleurs de voler plus d'argent. Non, tu veux te venger. Et la vengeance pousse les gens à faire des choses stupides. Riley était assez proche maintenant pour que je puisse sentir son eau de Cologne et voir la cicatrice sur sa joue gauche, un souvenir de ses jours dans la police. Il essayait de m'intimider par la proximité, une tactique de brute classique. Alors, quelle est ta solution, ai-je demandé. Simple. Tu abandonnes la procédure de divorce, tu oublies les photos, et tu laisses Monsieur Holt et ta femme régler leur relation d'affaires en privé. En retour, tu obtiens un règlement généreux qui te permet de recommencer ailleurs. À quel point généreux? 100 000 $ en espèces, assez pour acheter une belle maison quelque part loin de Harbor Falls. J'ai fait semblant de considérer l'offre.
Et si je ne l'accepte pas? Le sourire de Riley était froid. Alors tu pourrais découvrir que la vie dans une petite ville peut devenir très désagréable très rapidement. Des accidents arrivent. Des entreprises font faillite. Des réputations sont détruites. Est-ce une menace? C'est la réalité. Tu n'es qu'un petit poisson dans une petite mare, Evan. N'essaie pas de nager avec les requins. J'ai hoché la tête pensivement, puis j'ai mis la main dans la poche de ma veste. Riley s'est tendu, sa main se déplaçant vers sa ceinture, mais j'ai juste sorti mon téléphone portable. C'est une offre convaincante, dis-je. Mais je pense que je vais passer mon tour. Le visage de Riley s'est assombri. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur. Dernière chance, Evan. Prends l'argent et va-t'en. Ou quoi? Tu vas me tabasser, brûler ma maison, me chasser de la ville? J'ai secoué la tête. Tu sais quel est ton problème, Riley? Tu penses qu'on est encore en 1950, quand des gars comme toi pouvaient résoudre les problèmes avec des menaces et de la violence, mais ce n'est plus le cas. C'est l'ère des caméras de téléphone, des réseaux sociaux et des procureurs fédéraux qui se fichent de savoir à quel point tu te crois effrayant. La main de Riley s'est déplacée vers sa ceinture et j'ai vu la crosse d'un pistolet sous sa veste. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. En fait, si. J'ai levé mon téléphone. Je sais que j'ai affaire à un ex-flic raté qui est sur le point de menacer un homme non armé avec une arme. Je sais aussi que tout ce que nous avons dit ces 10 dernières minutes a été enregistré et que mon ami nous filme actuellement depuis la fenêtre du vieux bureau. Riley s'est retourné brusquement, regardant vers les fenêtres du bureau, et j'ai vu l'objectif de l'appareil de Finn luire dans la pénombre. Fils de... Attention, les jeux interrompus. Tu risques déjà des poursuites pour agression et coups et blessures si tu sors cette arme. Ajoute quelques jurons à l'enregistrement et le jury t'adorera. Le visage de Riley était rouge de rage, mais il n'était pas stupide. Il savait qu'il avait été déjoué. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est. Parce que dans environ 5 minutes, je vais appeler le détective Kowalski et lui parler de cette conversation. Ensuite, je lui enverrai par email l'enregistrement et les photos que Finn vient de prendre. D'ici demain matin, tu répondras à des questions sur l'intimidation de témoins et les menaces illégales graves. Tu ne peux rien prouver. Je n'ai rien à prouver. Je dois juste soulever suffisamment de questions pour te rendre la vie misérable. Et crois-moi, après ce que toi et ton patron m'avez fait subir, je vais savourer chaque minute. Riley m'a fixé un long moment, sa main planant toujours près de son arme. Puis, décidant apparemment que la discrétion était la meilleure partie de la bravoure, il s'est retourné et s'est éloigné. Ce n'est pas fini, a-t-il crié par-dessus son épaule. Si, ça l'est, ai-je répondu. Tu ne le sais juste pas encore. Après le départ de Riley, Finn est descendu du bureau et m'a rejoint au rez-de-chaussée. C'était soit très courageux, soit très stupide, a-t-il dit. Un peu des deux, probablement. Tu as tout eu. Chaque mot, chaque geste. La partie où il te menace avec l'arme est particulièrement convaincante. Nous sommes sortis ensemble, et j'ai pris une grande bouffée d'air frais de la nuit. La confrontation avec Riley avait été un test, et je l'avais réussi. Plus important encore, je m'étais prouvé que je n'étais pas l'homme faible et passif que tout le monde pensait que j'étais. Et maintenant, quelle est la suite, a demandé Finn. Maintenant, on fait monter la pression. Vivian et Cameron pensent qu'ils peuvent m'intimider pour que je recule. Il est temps de leur montrer ce qu'est la vraie pression. Le lendemain matin, je me suis rendu chez Cameron dans le quartier chic d'Ocean View. C'était une vaste demeure coloniale avec un aménagement paysager parfaitement entretenu et une allée circulaire qui criait le nouvel argent. La BMW de Cameron était garée à l'extérieur, ainsi qu'un camion de déménagement. Julia Holt supervisait 2 hommes qui chargeaient des cartons dans le camion. Elle a levé les yeux à mon approche, le visage empreint d'une détermination sombre. « Madame Holt, dis-je, je suis désolé de vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas, monsieur Mercer. Je suppose que vous êtes ici pour la même raison que moi. Votre mari essaie de s'enfuir. » Il essaie, mais il échoue. J'ai gelé tous nos comptes joints ce matin et j'ai fait changer les serrures de notre maison de vacances dans le Vermont. Si Cameron veut disparaître, il devra le faire avec le liquide qu'il a dans son portefeuille. J'ai regardé les déménageurs sortir ce qui ressemblait au bureau de Cameron.
Où est-il maintenant? Terré dans un motel, j'imagine. Il a essayé de revenir ici hier soir, mais la police lui a expliqué qu'il n'était pas le bienvenu. La police? Le sourire de Julia était acéré. Ordonnance restrictive. Temporaire, mais ça le tient à l'écart de moi et des enfants pendant que nous réglons ce gâchis. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que ce soit vous qui avez exposé les crimes de mon mari. Je devrais vous remercier. Je ne savais pas quoi répondre à ça. La vie de Julia Holt était en train d'être détruite, mais elle semblait presque reconnaissante pour la vérité. 19 ans, a-t-elle continué. 19 ans que j'étais marié à un étranger. Savez-vous ce que ça fait? En fait, oui. Elle a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête. J'imagine que oui. Eh bien, monsieur Mercey, j'espère que vous obtiendrez tout ce à quoi vous avez droit dans votre divorce. Et j'espère que mon mari obtiendra tout ce qu'il mérite. Et Vivian? Qu'en est-il d'elle? Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Julia s'est retournée pour superviser les déménageurs, me congédiant de fait. Mais alors que je retournais à mon camion, elle a crié « Monsieur Mercey, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Cameron a un bateau à la marina de Harborside. Emplacement 47. Si je cherchais quelqu'un qui prévoyait de s'enfuir, c'est là que je regarderais. » Je me suis rendu à la marina, l'esprit en ébullition. Si Cameron prévoyait de s'échapper par bateau, il devrait le faire bientôt. Une fois que l'enquête fédérale commencerait sérieusement, son passeport serait signalé et ses options disparaîtraient. La marina était animée par l'activité habituelle de l'après-midi. Des pêcheurs revenant avec leurs prises. Des plaisanciers partant pour des croisières en soirée. Des touristes prenant des photos du port pittoresque. J'ai trouvé l'emplacement 47 assez facilement. Il était vide. Je peux vous aider? Une voix derrière moi m'a fait me retourner. Un homme âgé en uniforme de la marina m'observait avec curiosité. Je cherche Cameron Holt. Il a un bateau ici. Le Persistance. Il l'a sorti il y a environ 1 heure. Il semblait pressé. A-t-il dit où il allait? L'homme a haussé les épaules. Je n'ai pas demandé, mais il avait beaucoup de bagages avec lui. Plus que ce dont on aurait besoin pour une sortie d'une journée. Je l'ai remercié et je suis retourné à mon camion, sortant mon téléphone pour appeler le détective Kowalski. Si Cameron tentait de s'échapper par la mer, les gardes-côtes devaient le savoir. Mais avant que je puisse composer le numéro, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Vivian. Allô, Vivian. Evan, il faut qu'on parle. Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire hier soir. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer au Harbor View Café, un lieu neutre où elle ne pourrait pas prétendre que je la harcelais. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette d'angle, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. 5 minutes, Vivian, c'est tout ce que tu as. Elle a hoché la tête et a pris une inspiration tremblante. Je sais comment ça a l'air. Je sais que tu penses que je suis une sorte de monstre qui a cherché à détruire notre mariage. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une erreur. Une terrible, stupide erreur qui est devenue incontrôlable. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Et pendant un instant, elle ressemblait à la femme que j'avais épousée 12 ans auparavant. Ça a commencé comme une simple affaire. L'entreprise de Cameron était en difficulté, et il avait besoin d'aide pour restructurer ses relations clients. Je pensais que je pouvais l'aider à gagner de l'argent pour nos 2 agences. Point en volant ses clients. Point en déplaçant de l'argent temporairement. C'était censé être à court terme, juste jusqu'à ce qu'il puisse stabiliser sa trésorerie. Mais ensuite, les montants ont augmenté, les délais se sont allongés, et avant que je m'en rende compte, nous étions trop impliqués pour nous en sortir. Et la liaison? Le visage de Vivian s'est décomposé. C'était mon erreur aussi. Cameron était charmant, sophistiqué, et il me faisait sentir importante, comme si j'étais plus qu'une simple attachée de presse de province mariée à un entrepreneur.
Les mots m'ont blessé, mais j'ai gardé une expression neutre. Alors tu as décidé de me quitter pour lui. J'ai décidé de quitter Harbor Falls, avec ou sans Cameron. Je ne pouvais pas faire face à la honte de ce que nous avions fait. Et je ne pouvais pas te décevoir plus que je ne l'avais déjà fait. En volant mon argent de retraite. Point en étant quelqu'un que tu ne pourrais jamais aimer. Nous sommes restés en silence un moment. Le poids de 12 ans de mariage pesait entre nous comme un rideau de plomb. Il est trop tard, Vivian, ai-je finalement dit. Même si je voulais te pardonner, l'enquête fédérale est déjà en cours. Toi et Cameron, vous allez en prison. Pas si nous coopérons. Pas si nous restituons l'argent et témoignons contre les vrais criminels. Quels vrais criminels? Vivian s'est penché en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Cameron n'était pas le cerveau, Evan. Il n'était que la façade. La véritable opération est dirigée par quelqu'un de beaucoup plus gros, quelqu'un avec des liens avec le crime organisé. Cameron et moi n'étions que des idiots utiles. Je l'ai regardée, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Tu me dis que la mafia est impliquée là-dedans? Je te dis que Cameron et moi sommes des petits poissons et que les gros poissons vont nous dévorer vivants si nous ne trouvons pas un moyen de regagner la rive. Qu'est-ce que tu veux de moi? Aide-moi à réparer ça. Aide-moi à coopérer avec les enquêteurs fédéraux et peut-être que nous pourrons tous les deux survivre à ça. J'ai regardé ma femme, cette femme qui m'avait trahi de toutes les manières possibles, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Je ne peux pas t'aider, Vivian. Tu as fait tes choix et maintenant tu dois vivre avec. Même si ça veut dire que je vais en prison? Même si ça veut dire que tu vas en prison. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Alors je suppose que c'est vraiment un adieu. Je suppose que oui. Je l'ai laissée assise dans le café et je suis sorti sous le soleil de l'après-midi, avec l'impression de venir de fermer la porte sur un chapitre de ma vie que je ne pourrais jamais rouvrir. Mais en rentrant chez moi, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que l'histoire de Vivian sur le crime organisé était plus qu'une simple tentative désespérée d'obtenir de la sympathie. Si elle disait la vérité, alors cette situation était sur le point de devenir beaucoup plus dangereuse que je ne l'avais prévu. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, 2 jours après ma conversation avec Vivian au café. Je m'y attendais, mais ça n'a pas rendu le son de mon téléphone moins strident dans l'obscurité. Monsieur Mercé. La voix était inconnue, professionnellement calme. Ici l'agent Sarah Martinez du FBI. Je dois vous parler de l'enquête sur Cameron Holt. Je me suis assis dans mon lit, instantanément alerte. À 3 heures du matin. Je suis désolé pour l'heure, mais c'est urgent. Le bateau de Monsieur Holt a été retrouvé abandonné au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Aucune trace de lui. Il s'est échappé. C'est ce que nous essayons de déterminer. Pouvez-vous me rencontrer au bâtiment fédéral de Portland dans 2 heures? J'ai accepté et j'ai passé le trajet vers le nord à essayer de comprendre les implications. Si Cameron avait réussi à fuir le pays, il était hors de portée des forces de l'ordre américaines. Mais plus important encore, il avait laissé Vivian derrière lui pour faire face seul aux conséquences de leur crime. Le bâtiment fédéral était un monument de béton austère à la bureaucratie, et l'agent Martinez correspondait parfaitement à l'architecture. C'était une petite femme intense, aux cheveux gris acier et avec le genre d'énergie concentrée qui suggérait qu'elle travaillait sur cette affaire depuis des mois sans dormir. Monsieur Mercé, merci d'être venu. Je sais que les circonstances sont inhabituelles. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence stérile avec un éclairage fluorescent qui donnait à tout le monde un air maladif. Martinez a ouvert un épais dossier et a étalé des photographies sur la table. Celles-ci ont été prises par les gardes-côtes lorsqu'ils sont montés à bord du navire de Monsieur Holt, a-t-elle dit. Comme vous pouvez le voir, il y a des signes de lutte. Les photos montraient l'intérieur d'un yacht de luxe, mais on aurait dit qu'une tornade l'avait frappé. Les meubles étaient renversés, des papiers éparpillés partout, et il y avait des taches sombres sur la moquette qui ressemblaient sinistrement à du sang séché. Vous pensez qu'il a été assassiné, ai-je demandé. Nous pensons que Monsieur Holt était dépassé par des gens très dangereux. Votre femme a mentionné des liens avec le crime organisé dans sa déposition hier. Vivian a fait une déposition? Elle a été très coopérative. En fait, c'est elle qui a suggéré que nous vous parlions. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Quel genre de déposition? Martinez a sorti une transcription et l'a fait glisser sur la table.
Elle prétend que vous étiez impliqué dans la fraude financière depuis le début, que vous avez fourni le capital initial et aidé à créer les comptes offshore. J'ai fixé la transcription, l'esprit confus. Vivian essayait de me faire porter le chapeau pour ses crimes. Ce n'est pas vrai, dis-je. Je ne le pensais pas. Vos dossiers financiers ne montrent aucune preuve d'implication, et franchement, vous ne correspondez pas au profil. Mais Madame Mercé est très convaincante et elle a des preuves convaincantes pour étayer ses affirmations. Quel genre de preuves? Des documents falsifiés avec votre signature, des relevés bancaires qui semblent montrer des transferts de vos comptes vers les sociétés écrans des Caïmans. Une correspondance par email entre vous et Cameron Holt discutant de l'opération. J'avais l'impression de tomber dans un terrier de lapins. Tout ça est fabriqué. Je vous crois, mais un jury pourrait ne pas le faire, surtout si Madame Mercé témoigne contre vous en échange d'une peine réduite. Martinez s'est adossé à sa chaise et a étudié mon visage. Monsieur Mercé, je vais être direct avec vous. Votre femme essaie de se sauver en vous jetant sous un bus. Elle a dressé un portrait très détaillé de vous en tant que cerveau criminel qui l'a manipulé, elle et Cameron, pour commettre une fraude. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je n'aime pas qu'on me mente. Et parce que je pense que vous pourriez nous aider à découvrir ce qui est vraiment arrivé à Cameron Holt. J'ai pensé à Vivian, assise dans le café 2 jours plus tôt, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle parlait de faire des erreurs et de vouloir réparer les choses. Tout ça n'avait été qu'une comédie, une mise en scène pour me faire m'incriminer. De quoi avez-vous besoin de moi, ai-je demandé. Nous avons besoin que vous portiez un micro et que vous fassiez admettre à Madame Mercé qu'elle ment sur votre implication. Si elle est prête à accuser son propre mari, elle pourrait être prête à révéler qui était vraiment responsable de ce qui est arrivé à Cameron Holt. L'idée d'affronter Vivian tout en portant un équipement de surveillance du FBI était terrifiante, mais c'était aussi le seul moyen de laver mon nom et de découvrir la vérité. Quand est-ce qu'on fait ça? Ce soir. Madame Mercé a accepté de vous rencontrer chez vous pour discuter d'une éventuelle réconciliation. Elle pense que vous allez la supplier de vous reprendre. J'ai failli rire. Après tout ce qu'elle avait fait, Vivian croyait toujours que j'étais assez faible pour ramper jusqu'à elle. Elle va avoir une surprise. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon, attendant l'arrivée de ma femme, un minuscule microphone scotché sur ma poitrine et des agents du FBI positionnés dans des voitures banalisées à l'extérieur. Le micro semblait peser 50 kilos, et je m'attendais à ce que Vivian le remarque dès qu'elle entrerait. Elle est arrivée à 20 heures précises, l'air nerveux mais déterminé. Elle s'était habillée avec soin pour l'occasion, portant la robe bleue que j'avais toujours dite être ma préférée et tenant une bouteille de vin de notre lune de miel dans la Napa Valley. « Merci d'avoir accepté de me voir », a-t-elle dit en s'installant sur le canapé en face de moi. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Moi non plus, mais je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit au café, sur le fait que j'ai fait mes choix et que maintenant je dois vivre avec. Elle a ouvert le vin et a versé 2 verres, m'en tendant un avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai beaucoup réfléchi, Evan. À nous, à notre mariage, aux erreurs que j'ai commises. Et à quelle conclusion es-tu arrivé? Que j'ai été une idiote de jeter 12 ans par la fenêtre pour quelqu'un comme Cameron Holt. Que j'ai laissé l'ambition et la cupidité obscurcir mon jugement. Que j'ai blessé la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Les mots semblaient sincères, mais je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. Vivian jouait un rôle, essayant de me manipuler de la même manière qu'elle avait manipulé Cameron et probablement des dizaines d'autres personnes au fil des ans. Il est un peu tard pour les regrets, dis-je. Vraiment? L'agent du FBI avec qui j'ai parlé a dit que si tu étais prêt à coopérer, il pourrait peut-être trouver un accord pour nous deux. Des peines réduites, peut-être même du sursis si nous restituions intégralement l'argent. Nous deux? Vivian a posé son verre de vin et s'est assise à côté de moi sur le canapé. Evan, je sais que tu es en colère à propos de la liaison, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais nous sommes dans le même bateau maintenant. L'enquête fédérale, les accusations de fraude, tout ça. Nous devons présenter un front uni. Je ne fais face à aucune accusation, Vivian. Toi, si. Son masque est tombé un instant, et j'ai vu un éclair du calcul froid en dessous. Ce n'est pas ce que l'agent Martinez m'a dit. Elle a dit qu'ils avaient des preuves te reliant aux comptes offshore. Quelles preuves? Des relevés bancaires montrant des transferts de ton compte de retraite vers les Caïmans. Une correspondance par email entre toi et Cameron. Ta signature sur les documents de constitution des sociétés écrans.
J'ai gardé une expression neutre même si je voulais crier. Tout ça est fabriqué et tu le sais. Vraiment? Parce que je me souviens que tu étais très intéressé par mes affaires avec Cameron, posant toujours des questions, voulant voir les rapports financiers. Je pensais que tu me soutenais simplement. Mais peut-être que tu préparais quelque chose. Préparer quoi? Préparer de prendre le contrôle de l'opération, de pousser Cameron dehors et de tout diriger toi-même. Vivian tissait une fiction élaborée, essayant de réécrire l'histoire pour faire de moi le méchant et d'elle la victime. Mais elle révélait aussi des détails sur la fraude que seule une personne profondément impliquée pouvait connaître. Parle-moi des sociétés écrans, dis-je. Tu devrais savoir. Tu as aidé à les créer. Rafraîchis-moi la mémoire. Vivian s'est lancée dans une explication détaillée de la manière dont l'argent avait été déplacé à travers un réseau de fausses sociétés aux îles Caïmans, aux Bahamas et en Suisse. Elle a décrit les numéros de compte bancaires, les protocoles de transfert et les procédures de sécurité avec la fluidité de quelqu'un qui avait été intimement impliqué dans chaque aspect de l'opération. Et Cameron a accepté tout ça, ai-je demandé. Cameron était faible. Il voulait l'argent, mais n'avait pas l'estomac pour les détails. C'est pourquoi il avait besoin de partenaires. Partenaires, au pluriel. Les yeux de Vivian se sont plissés. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit partenaire, pas partenaire. Y avait-il quelqu'un d'autre d'impliqué à part toi et moi? Je voulais dire toi et moi en tant que partenaire. Cameron n'était que la façade. Mais je pouvais voir qu'elle avait fait un lapsus, révélé plus qu'elle ne le voulait. Il y avait quelqu'un d'autre impliqué dans la fraude. Quelqu'un que Vivian protégeait même en essayant de me faire porter le chapeau. Qui d'autre était au courant des comptes offshore, ai-je insisté. Personne. Juste nous trois. Et Riley Knox? Le visage de Vivian est devenu blême. Quoi, lui? Il m'a menacé à l'ancienne usine il y a 2 nuits. Il m'a dit de reculer ou d'en subir les conséquences. Comment aurait-il su faire ça s'il n'était pas impliqué? Riley travaille pour Cameron. Il essayait juste de protéger son patron. Point en menaçant de me tabasser. Ça me semble une réaction assez extrême pour une affaire de divorce. Vivian s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, le dos tourné. Riley n'est pas une personne très stable. Cameron lui a probablement raconté une histoire sur le fait que tu essayais de détruire l'entreprise et Riley a pris sur lui de te faire peur. Ou alors Riley est le vrai cerveau et toi et Cameron n'étiez que la façade. Elle s'est retournée pour me faire face, son sang-froid finissant par craquer. C'est ridicule. Riley n'est qu'un homme de main. Il n'a pas le cerveau pour quelque chose comme ça. Alors qu'il a. Parce que quelqu'un a planifié cette opération très soigneusement, et ce n'était pas Cameron. Il est trop impulsif. Ce n'était pas toi, parce que tu es trop émotive. Alors, qui était le cerveau derrière la fraude? Vivian m'a fixé un long moment, et je pouvais voir son esprit tourner, essayant de comprendre ce que je savais et ce que je devinais. Tu pêches à la ligne, a-t-elle finalement dit. Tu ne sais rien. Je sais que le bateau de Cameron a été retrouvé abandonné avec des signes de lutte. Je sais que le FBI pense qu'il a été assassiné par ses liens avec le crime organisé. Et je sais que tu essaies de me faire porter le chapeau pour des crimes que tu as commis. J'essaie de nous sauver la vie à tous les deux. La voix de Vivian s'est élevée jusqu'à un cri. As-tu la moindre idée de la dangerosité de ces gens? Cameron est probablement au fond de l'Atlantique en ce moment, et nous pourrions être les prochains si nous ne jouons pas bien nos cartes. Quels gens, Vivian? De qui as-tu si peur? Elle s'est rassise, les mains tremblantes en attrapant son verre de vin. Je ne peux pas te le dire. Si je te le dis, ils nous élimineront tous les deux. Ils vont nous éliminer de toute façon si nous ne coopérons pas avec le FBI. Le FBI ne peut pas nous protéger. Pas de ces gens-là. Je me suis penché en avant, sentant qu'elle était sur le point de craquer. Alors aide-moi à comprendre. Dis-moi à qui nous avons affaire et peut-être que nous pourrons trouver un moyen de survivre à ça. Vivian m'a regardé un long moment, et je pouvais voir la lutte interne se jouer sur son visage. La peur luttant contre l'instinct de conservation, la loyauté combattant l'instinct de survie. Ça a commencé petit, a-t-elle finalement dit. Cameron avait besoin d'aide pour sa trésorerie, comme je te l'ai dit. Mais l'argent qu'il a emprunté ne venait pas d'une banque. Il venait de gens qui n'acceptent pas les retards de paiement. Des usuriers? Pire.
Le crime organisé. La mafia russe, pour être précis. Ils ont des entreprises légitimes dans toute la Nouvelle-Angleterre, mais ils ont aussi des moyens moins légitimes de gagner de l'argent. Et Cameron s'est impliqué avec eux. Cameron était désespéré. Son entreprise était en faillite. Sa femme menaçait de divorcer. Et il avait besoin d'un gros coup pour se remettre sur pied. Alors il a passé un accord avec les Russes. Il fournirait des capitaux pour des opportunités d'investissement et il blanchirait l'argent via les comptes de ses clients. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais quelque chose a mal tourné. Tout a mal tourné. Les investissements que Cameron a faits avec leur argent ont subi de grosses pertes. Au lieu de doubler leur capital, il en a perdu la majeure partie. Et quand les Russes sont venus chercher leur argent, Cameron a paniqué. Alors il a commencé à voler ses clients pour rembourser la mafia. Nous avons commencé à voler. Je l'ai aidé à créer les comptes offshore, je l'ai aidé à déplacer l'argent. Je pensais que nous pourrions gagner du temps, peut-être même remplacer ce que nous avions volé avant que quiconque ne le remarque. Mais les Russes voulaient plus que leur investissement initial. Vivian a hoché la tête misérablement. Ils voulaient des intérêts, des pénalités, une compensation pour leur dérangement. Ce qui a commencé comme une dette de 2 millions de dollars est devenu une dette de 5 millions, puis de 10 millions. Vous ne pouviez pas suivre, alors ils ont éliminé Cameron. Cameron a essayé de s'enfuir. Il pensait que s'il pouvait atteindre un pays sans extradition, il pourrait disparaître et recommencer. Mais on ne peut pas fuir des gens comme ça. Ils ont des ressources, des relations, de la patience. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de comprendre l'ampleur de ce que Vivian me disait. Nous n'avions plus seulement affaire à une fraude financière. Nous avions affaire au crime organisé, à un meurtre, et à une dette qui ne pourrait jamais être remboursée. Que veulent-ils de toi, ai-je demandé. Ils veulent leur argent. Tout. Et si je ne peux pas le leur donner, ils veulent quelqu'un d'autre à blâmer pour le vol. Moi. Tu es le pigeon parfait, Evan. Le mari en colère qui a découvert la liaison de sa femme et a décidé de se venger en la piégeant pour des crimes qu'il a lui-même commis. C'est une histoire qui a du sens et ça leur donne quelqu'un à éliminer sans attirer l'attention sur leur propre implication. J'ai eu la nausée. Vivian n'avait pas seulement trahi notre mariage. Elle avait scellé mon destin. Combien de temps avons-nous, ai-je demandé. Je ne sais pas. Peut-être des jours, peut-être des heures. Ils attendent de voir comment l'enquête fédérale évolue. Si le FBI se concentre sur toi et moi au lieu de chercher des liens avec le crime organisé, ils pourraient laisser les choses suivre leur cours naturel. Et si le FBI commence à chercher dans la bonne direction? Alors ils limiteront leurs pertes et élimineront tous ceux qui sont au courant de leur implication. Nous sommes restés en silence un moment, le poids de notre situation s'abattant sur nous comme un linceul. Dehors, je pouvais entendre les agents du FBI bouger, se demandant probablement pourquoi la conversation s'était tue. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, ai-je finalement dit. Laquelle? Nous donnons tout au FBI. Chaque détail sur le lien avec la mafia russe, chaque preuve que nous pouvons fournir. Nous coopérons complètement et nous espérons qu'ils pourront nous protéger. Vivian a secoué la tête. Le FBI ne peut pas nous protéger de gens comme ça. Regarde ce qui est arrivé à Cameron. Cameron a essayé de fuir au lieu de coopérer. Peut-être que s'il était resté et avait travaillé avec les autorités, il serait encore en vie. Ou peut-être qu'il serait au fond du port avec des chaussures en ciment. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la rue calme où des agents du FBI étaient cachés dans des voitures banalisées. Ils semblaient si normaux, si rassurants, mais je savais qu'ils étaient dépassés par les forces auxquelles nous avions affaire. Nous devons essayer, dis-je. C'est la seule chance que nous ayons. Quand je me suis retourné pour faire face à Vivian, elle pointait un petit pistolet sur ma poitrine. Je suis désolé, Evan, a-t-elle dit, mais je ne peux pas te laisser détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé. Le pistolet était petit et argenté, le genre d'arme qu'une femme pourrait porter dans son sac à main pour se protéger. Mais à cette distance, il serait aussi mortel qu'un canon. Vivian, baisse cette arme. Je ne peux pas. Tu vas avouer à l'agent Martinez que tu étais le cerveau derrière la fraude. Tu vas lui dire que tu nous as manipulés, Cameron et moi, pour t'aider à voler ses clients. Et tu vas prendre l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Et si je ne le fais pas?
Alors je dirai aux Russes que tu coopères avec le FBI et ils t'élimineront avant que tu ne puisses témoigner. D'une manière ou d'une autre, tu vas porter le chapeau pour ça. J'ai regardé ma femme. Cette femme que j'avais aimée pendant 12 ans et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment connue. La Vivian que j'avais épousée avait disparu, remplacée par une étrangère prête à commettre un meurtre pour se sauver. Tu ne me tireras pas dessus, dis-je. Tu n'en es pas capable. Vraiment? J'ai déjà aidé à voler 10 millions de dollars et à couvrir un meurtre. Qu'est-ce qu'un crime de plus? Elle avait raison. Bien sûr. Vivian avait déjà franchi des limites que je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse franchir. Tirer sur son mari pour se sauver n'était que la prochaine étape logique. Mais elle avait fait une erreur critique. Elle avait oublié le micro que je portais et les agents du FBI qui écoutaient chaque mot de notre conversation. La porte d'entrée a volé en éclats alors que les agents fédéraux prenaient d'assaut la maison, criant des ordres et pointant leurs armes. Vivian s'est tournée vers le bruit, son doigt se resserrant sur la détente, mais l'agent Martinez a été plus rapide. Le tasé a frappé Vivian en pleine poitrine, et elle s'est effondrée sur le sol, son arme glissant sur le parquet vers mes pieds. Je l'ai repoussée d'un coup de pied et j'ai reculé, les mains levées pour montrer aux agents que je n'étais pas une menace. « Vous allez bien, monsieur Mercer ?» a demandé Martinez. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Ma femme venait d'essayer de me tuer, et les implications complètes de cela commençaient à peine à s'imposer. Nous avons tout, a continué Martinez. Le lien avec la mafia russe, le meurtre de Cameron Holt, sa tentative de vous faire porter le chapeau. Elle va en prendre pour très longtemps. Alors que les agents menottaient Vivian et lui lisaient ses droits, elle m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-elle dit. « Mais ils te trouveront. Les Russes n'oublient pas et ne pardonnent pas. Tu es un mort en sursis, Evan. » Peut-être, ai-je répondu. Mais au moins, je serai un mort en sursis avec la conscience tranquille. Ils l'ont emmené, et je suis resté seul dans mon salon avec les meubles renversés et l'odeur persistante de poudre à canon. L'agent Martinez est resté pour me débriefer. Mais j'ai à peine entendu ce qu'elle disait. Mon mariage était terminé. Ma femme allait en prison. Et quelque part, des mafieux russes planifiaient probablement ma mort. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La planque était une maison de plain-pied banale dans une banlieue de Portland, le genre d'endroit où les voisins s'occupent de leurs affaires et ne posent pas de questions. J'y étais depuis 3 semaines, sous la protection du programme de sécurité des témoins du FBI, pendant qu'ils montaient leur dossier contre le réseau du crime organisé russe qui utilisait l'entreprise de Cameron pour blanchir de l'argent. L'agent Martinez me rendait visite tous les quelques jours pour me tenir au courant des progrès de l'enquête et me préparer aux témoignages que je devrais finalement donner. Les nouvelles étaient plutôt bonnes. Ils avaient arrêté 5 membres de l'organisation criminelle, saisi des millions de dollars d'actifs et démantelé une opération de blanchiment d'argent qui durait depuis plus d'une décennie. La mauvaise nouvelle était que le chef de l'organisation, un homme nommé Viktor Koslov, était toujours en fuite et aurait mis une prime substantielle sur ma tête. Nous sommes sur le point de boucler cette affaire, m'a dit Martinez lors de sa dernière visite. Le grand jury devrait rendre des actes d'accusation la semaine prochaine, puis nous pourrons commencer à penser à vos arrangements de sécurité à long terme. Quel genre d'arrangement? Relocalisation, nouvelle identité, le package complet de protection des témoins. Vous devrez recommencer ailleurs, mais vous serez en sécurité. J'ai regardé par la fenêtre la rue de banlieue, pensant à la vie que je m'étais construite à Harbor Falls. Ma maison, mon entreprise, mes amis. Tout cela devrait être abandonné si je voulais rester en vie. Et Vivian? Elle coopère pleinement avec l'enquête. Son témoignage a été inestimable pour comprendre le fonctionnement de l'opération de blanchiment d'argent. Elle prendra probablement de 15 à 20 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle dans 10 ans si elle continue de coopérer. 15 à 20 ans. Cela semblait une éternité, mais aussi insuffisant face à l'ampleur de sa trahison. Elle avait détruit notre mariage, volé des millions de dollars et failli me faire éliminer par des mafieux russes, mais elle avait aussi fourni les preuves clés qui mettraient ces mafieux derrière les barreaux. Il y a autre chose, a continué Martinez. Nous avons retrouvé Cameron Holt. J'ai levé les yeux brusquement. Vivant? Non. Son corps s'est échoué sur une plage du Nouveau-Brunswick hier. Il avait été torturé avant d'être assassiné,
probablement pour s'assurer qu'il n'avait parlé à personne d'autre de la connexion russe. L'image de la torture de Cameron m'a retourné l'estomac, mais j'ai aussi ressenti une sombre satisfaction. Il avait choisi de s'impliquer dans le crime organisé, choisi de voler ses clients, choisi d'avoir une liaison avec ma femme. Les conséquences avaient été extrêmes, mais elles n'étaient pas imméritées. Savez-vous quand je pourrai rentrer chez moi? Cela dépendra si nous pouvons trouver Viktor Kozlov. Tant qu'il sera en liberté, vous ne serez pas en sécurité à Harbor Falls. 2 jours plus tard, tout a changé. Je préparais du café dans la cuisine de la planque quand j'ai entendu une portière de voiture claquer à l'extérieur. Par la fenêtre, j'ai vu l'agent Martinez remonter l'allée avec un autre agent que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose n'allait pas. Martinez avait l'air tendu et l'autre agent marchait derrière elle, la main près de son arme. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Regarde dans le garage. J'ai marché jusqu'à la porte reliant la maison au garage et je l'ai ouverte prudemment. Finn était assis sur le sol en béton, les mains attachées dans le dos et du ruban adhésif sur la bouche. Ses yeux étaient grands ouverts de peur et il y avait une marque sombre et sèche sur son front. Monsieur Mercer. La voix derrière moi avait un fort accent. Russe. Veuillez rejoindre votre ami dans le garage. Je me suis retourné lentement pour voir un homme imposant dans un costume cher pointant une arme sur ma poitrine. Il avait le genre de visage qui suggérait que la violence faisait partie de sa routine professionnelle quotidienne. Viktor Kozlov, je présume. Vous présumez correctement. Maintenant, bougez. Je suis entré dans le garage et Kozlov a suivi, gardant l'arme pointée sur moi. La porte du garage était fermée et je pouvais voir qu'il avait désactivé l'ouvre-porte automatique. Nous étions piégés. Asseyez-vous à côté de votre ami. Je me suis assis à côté de Finn, qui essayait de communiquer quelque chose à travers son ruban adhésif. Kozlov a sorti des serre-câbles et a attaché mes mains dans mon dos, puis a reculé pour admirer son travail. Vous m'avez causé un inconvénient considérable, monsieur Mercer. Désolé pour ça. Votre femme et son amant m'ont volé 10 millions de dollars. Puis ils ont impliqué les autorités fédérales dans ce qui aurait dû être une affaire privée. Maintenant, j'ai des associés en prison et des opérations fermées à cause de leur incompétence. Voyez ça avec eux. Kozlov m'a frappé assez fort pour que ma tête bascule sur le côté, et un goût amer a rempli ma bouche. Votre femme est hors de ma portée, protégée par votre gouvernement en échange de son témoignage. Cameron Holt a déjà répondu de ses actes. Il ne reste que vous. Je ne vous ai rien volé. Non, mais vous êtes la raison pour laquelle mon opération a été exposée. Si vous aviez simplement accepté l'infidélité de votre femme comme un homme civilisé, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai failli rire. Selon Viktor Kozlov, j'aurais dû ignorer la liaison de ma femme et la laisser continuer à aider à blanchir de l'argent de la mafia. C'était une perspective particulièrement criminelle sur les relations conjugales. Que voulez-vous, ai-je demandé. Je veux récupérer mon argent. Tout. Votre gouvernement a saisi mes actifs, mais je sais qu'il y a des comptes qu'ils n'ont pas trouvés. Votre femme me dira où se trouvent ces comptes, ou je lui enverrai des morceaux de vous jusqu'à ce qu'elle coopère. Elle est en détention fédérale. Elle ne peut accéder à aucun compte. Elle peut fournir des numéros de compte et des mots de passe. Sa coopération déterminera la rapidité avec laquelle vous et votre ami mourrez. Kozlov a sorti son téléphone et a pris plusieurs photos de Finn et moi, puis les a envoyées dans un SMS. Je viens d'informer l'agent Martinez que je vous ai tous les deux. Elle relaiera le message à votre femme ainsi que mes exigences. Le FBI ne laissera jamais Vivian coopérer avec vous. Le FBI fera tout ce qui est nécessaire pour sauver la vie de son témoin vedette, et votre femme fera tout ce qui est nécessaire pour sauver la vie de son mari, malgré leurs difficultés actuelles. J'en doutais. Vivian avait déjà essayé de me tuer une fois. Je n'étais pas sûr qu'elle risquerait son accord de plaidoyer pour me sauver la vie maintenant, mais je n'ai pas partagé cette évaluation avec Kozlov. Comment connaissez-vous cette planque, ai-je demandé. J'observe les opérations fédérales dans cette région depuis des semaines, en attendant une opportunité. Quand j'ai vu votre ami vous rendre visite hier, j'ai su que j'avais trouvé le bon endroit. Finn m'avait rendu visite hier, apportant des nouvelles de Harbor Falls et une bouteille de whisky pour aider à passer le temps. Il avait été suivi, ce qui signifiait que Kozlov planifiait cette opération depuis au moins 24 heures. Et l'agent Martinez. Quoi, elle?
Elle remontait l'allée quand vous nous avez attrapés. Où est-elle maintenant? Koslov a souri et j'ai senti mon estomac se serrer. L'agent Martinez et son partenaire sont indisponibles. Ils n'interrompront pas nos affaires. J'ai fermé les yeux, essayant de ne pas penser à ce que « indisponible » signifiait dans le contexte du crime organisé russe. Martinez avait essayé de me protéger, et maintenant elle payait probablement le prix de cette protection. Vous ne faites qu'empirer les choses pour vous, dis-je. Éliminer des agents fédéraux va attirer plus d'ennuis que vous ne pouvez en gérer. Peut-être, mais je serai loin avant que ces ennuis n'arrivent. J'ai des plans d'extraction qui ne dépendent pas de la coopération des autorités américaines. Le téléphone de Koslov a sonné et il a répondu en russe rapide. La conversation a duré plusieurs minutes et je pouvais dire à son ton qu'il n'obtenait pas les réponses qu'il voulait. Il semble que votre femme soit difficile, a-t-il dit après avoir raccroché. Elle prétend qu'elle ne se souvient pas des informations de compte dont j'ai besoin. Peut-être qu'elle dit la vérité. Ou peut-être qu'elle a besoin d'une motivation supplémentaire. Koslov s'est dirigé vers un établi et a pris une paire de coupe-boulons. Je trouve que la mémoire des gens s'améliore considérablement lorsqu'ils sont correctement motivés. Il a attrapé la main de Finn et a positionné le coupe-boulon autour de son index. Les yeux de Finn se sont écarquillés de terreur et il a essayé de se dégager, mais les serre-câbles le maintenaient fermement. C'est inutile, dis-je. Vivian coopérera. Je l'espère, parce que votre amie a 10 doigts, et je suis prêt à les enlever un par un jusqu'à ce qu'elle fournisse les informations dont j'ai besoin. Le téléphone de Koslov a sonné à nouveau. Il a répondu, a écouté un moment, puis a souri. Excellent. Votre femme s'est souvenue des numéros de compte. Elle les fournit à l'agent Martinez en ce moment même. Il a posé le coupe-boulon et est revenu vers nous. Il semble que vous vivrez tous les deux un peu plus longtemps. Mais je pouvais voir dans ses yeux que notre répit était temporaire. Une fois que Koslov aurait son argent, Finn et moi deviendrions des responsabilités à éliminer. Combien de temps avant que vous n'obteniez les informations de compte, ai-je demandé. Peut-être 1 heure. Votre femme doit contacter son banquier aux îles Caïmans et organiser les transferts. C'est un processus délicat qui ne peut être précipité. 1 heure. J'avais 1 heure pour trouver comment m'échapper des serre-câbles, maîtriser un criminel professionnel et mettre Finn en sécurité. Les chances n'étaient pas encourageantes. Mais alors que j'étais assis là, dans le garage, à écouter Koslov passer des appels en russe, j'ai réalisé que j'avais un avantage qu'il ne connaissait pas. Quand Martinez m'avait rendu visite il y a 2 jours, elle m'avait donné un petit dispositif de suivi GPS déguisé en stylo, avec des instructions pour l'activer si jamais je me sentais menacé. Le stylo était dans la poche de ma chemise, et si je pouvais trouver un moyen de l'activer avec les mains liées dans le dos, le FBI saurait exactement où nous trouver. L'heure qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Koslov faisait les 100 pas dans le garage, passant des appels et vérifiant sa montre. Finn était assis à côté de moi, les yeux fermés, priant probablement ou essayant de se convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar. J'ai travaillé lentement et prudemment pour activer le dispositif GPS, utilisant le mur derrière moi pour appuyer sur le bouton d'activation à travers la poche de ma chemise. Il m'a fallu 15 minutes de manœuvre prudente. Mais finalement, j'ai senti le dispositif vibrer brièvement, indiquant qu'il transmettait notre position. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de rester en vie assez longtemps pour que les secours arrivent. Bonne nouvelle, a annoncé Koslov après son dernier appel. L'argent a été transféré. 10 millions de dollars plus les intérêts pour mon dérangement. Alors, nous sommes libres de partir? Koslov a ri. Monsieur Mercer, vous avez une vision très optimiste de la situation. Vous et votre ami êtes des témoins de mon opération. Les témoins sont des responsabilités. Il a sorti son arme et a vérifié les munitions. Je ferai ça vite. Vous avez ma parole de professionnel. Attendez, dis-je, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur le transfert d'argent. Quoi donc? Vivian ne vous a pas seulement donné les numéros de compte. Elle a aussi donné au FBI les codes d'autorisation pour tracer les transferts. À l'heure qu'il est, ils savent exactement quels comptes ont reçu l'argent, et ils sont probablement en train de geler ses actifs pendant que nous parlons. Le visage de Koslov est devenu blême. Vous mentez. Vraiment? Appelez votre banquier. Voyez si vous pouvez encore accéder aux fonds. Koslov a passé un appel frénétique, parlant un russe rapide.
Au fur et à mesure de la conversation, son expression s'est assombrie. Finalement, il a raccroché et m'a fixé avec une haine pure. Les comptes ont été gelés, a-t-il dit. Votre femme m'a trahi. Ma femme a trahi tout le monde. C'est ce qu'elle fait. Alors elle paiera pour cette trahison avec votre vie. Kozlov a levé son arme et j'ai fermé les yeux, pensant à toutes les choses que je ne pourrais jamais faire, à tous les mots que je ne pourrais jamais dire. Mais au lieu d'un coup de feu, j'ai entendu le bruit de la porte du garage qui explosait vers l'intérieur. FBI. Jetez votre arme. Le garage s'est rempli d'agents fédéraux, tous pointant leurs armes sur Kozlov. Il s'est tourné vers eux, levant son arme, et l'air a éclaté de coups de feu. Quand ce fut terminé, Viktor Kozlov gisait immobile sur le sol en béton, et l'agent Martinez me libérait les poignets. « Vous allez bien ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Finn était pris en charge par des ambulanciers, mais il semblait aller bien, à l'exception de la coupure sur son front. « Comment nous avez-vous trouvé ?» ai-je demandé. Martinez a brandi un petit appareil électronique. Le traceur GPS. Nous surveillons votre position depuis que nous vous avons mis en protection. Quand le signal a montré que vous aviez quitté la planque, nous avons su que quelque chose n'allait pas. Et les autres agents ? Kozlov a dit que vous étiez indisponible. Nous avons été retenus mais pas blessés. Les associés de Kozlov sont en garde à vue. J'ai regardé Viktor Kozlov, l'homme qui m'avait hanté pendant la dernière heure et dont les actions avaient mené à la mort de Cameron. Dans le silence, il semblait diminuer, inoffensif, plus imposant du tout, juste un autre criminel qui était allé trop loin. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, vous témoignez contre son organisation et ensuite, vous reprenez votre vie. La menace est écartée, monsieur Mercer. Vous pouvez rentrer chez vous. 3 mois plus tard, je me tenais dans la salle d'audience de Portland alors que le président du jury lisait le verdict dans l'affaire États-Unis contre l'organisation criminelle Kozlov. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Les membres survivants de l'équipe de Victor passeraient le reste de leur vie en prison fédérale, et leur opération de blanchiment d'argent avait été complètement démantelée. Vivian a été condamnée à 18 ans de prison fédérale, avec possibilité de libération conditionnelle dans 12 ans si elle continuait à coopérer avec les forces de l'ordre. Elle ne m'a pas regardé pendant l'audience de détermination de la peine, et je n'ai ressenti que du soulagement quand ils l'ont emmenée, menottée. La maison à Harbor Falls semblait différente à mon retour. Plus petite, en quelque sorte, et remplie de souvenirs que je n'étais pas sûr de vouloir garder. Mais c'était chez moi. Et après tout ce que j'avais traversé, être chez soi ressemblait à un cadeau précieux. Finn et Nora ont organisé une fête de bienvenue au Harbor Light, et il semblait que la moitié de la ville était venue me féliciter d'avoir survécu à mon épreuve. Madame Pennington a apporté un autre plat à gratin et a régalé quiconque voulait l'écouter avec des histoires sur la façon dont elle avait toujours su que Vivian était une source de problèmes. « Tu es un héros local », m'a dit Oz en me versant une bière. L'homme qui a fait tomber la mafia russe. Je voulais juste que ma femme arrête de me tromper, ai-je répondu. Tout le reste n'était que des dommages collatéraux. Parfois, les dommages collatéraux sont la partie la plus importante de l'histoire. Plus tard dans la soirée, alors que la fête se calmait, je me suis retrouvé debout sur le quai du port, regardant l'eau et pensant à tout ce qui s'était passé. Mon mariage était terminé, ma femme était en prison, et j'avais failli être assassiné par des criminels organisés. Mais j'étais en vie. J'étais libre. Et j'avais des amis qui se souciaient de moi. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand j'avais répondu à cet appel à 2h05 du matin, il y a 6 mois. Mais c'était une fin avec laquelle je pouvais vivre. Evan. Une voix derrière moi m'a fait me retourner. C'était Julia Holt, la veuve de Cameron, qui s'avançait vers moi avec un sourire hésitant. Julia, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit, d'avoir révélé la vérité sur Cameron et d'avoir traduit ces meurtriers en justice. Je sais que cela vous a tout coûté, mais cela m'a permis de tourner la page. Que ferez-vous maintenant? Recommencer, je suppose. L'argent de l'assurance vie aidera, et je pense déménager dans un endroit plus chaud, peut-être en Floride ou en Californie. Ça a l'air bien. Nous sommes restés là, ensemble, dans un silence confortable. 2 personnes qui avaient été trahies par les mêmes criminels et qui avaient survécu à l'expérience. Le regrettez-vous parfois, a demandé Julia.
d'avoir révélé la vérité? Je veux dire, votre vie aurait été plus simple si vous aviez simplement ignoré la liaison. J'ai réfléchi à sa question un long moment, considérant toute la douleur et le danger qui avaient résulté de ma décision d'affronter Vivian et Cameron cette nuit-là dans la salle de conférence. Non, ai-je finalement dit. Je ne le regrette pas. La vérité est toujours préférable au mensonge, même quand elle est douloureuse. Julia a hoché la tête et m'a serré doucement le bras. J'espère que vous trouverez le bonheur, Evan. Vous le méritez après tout ce que vous avez traversé. Elle s'est éloignée, me laissant seul avec mes pensées et le bruit des vagues clapotant contre le quai. Au loin, je pouvais voir les lumières des bateaux partant pour la pêche de nuit, leurs équipages espérant une bonne prise et un retour sur au port. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts, m'arrêtant sur le numéro de Vivian. Un instant, j'ai envisagé de l'appeler, d'essayer de comprendre pourquoi elle avait fait les choix qui ont détruit notre mariage et ont failli nous faire éliminer tous les deux. Mais ensuite, j'ai effacé son numéro et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Certaines questions n'avaient pas besoin de réponse. Certains chapitres devaient rester fermés. Je suis rentré chez moi à travers les rues calmes de Harbor Falls, passant devant les maisons où mes voisins s'installaient pour la nuit, devant les commerces où j'avais travaillé et les endroits où Vivian et moi avions créé des souvenirs à des temps plus heureux. C'était une petite ville avec des problèmes de petite ville, mais c'était ma ville, et j'étais reconnaissant d'en faire encore partie. La maison victorienne avait l'air accueillante au clair de lune, ses fenêtres brillant chaleureusement, et son porche décoré des fleurs d'automne que Madame Pennington avait plantées pendant que j'étais en protection des témoins. J'ai monté les marches et j'ai déverrouillé la porte d'entrée, entrant dans le couloir où tout ce cauchemar avait commencé avec un appel téléphonique à 2h05 du matin. Mais c'était avant, et maintenant, c'était maintenant. J'étais chez moi, j'étais en sécurité, et j'étais libre de commencer à construire ce qui viendrait ensuite. Le téléphone a sonné alors que je me préparais à me coucher. Et pendant un instant, mon cœur s'est emballé avec la vieille peur familière, mais l'identifiant de l'appelant affichait le numéro de Finn, et quand j'ai répondu, sa voix était chaleureuse et familière. « Je voulais juste m'assurer que tu étais bien rentré, » a-t-il dit. « Je suis rentré sain et sauf. »« Bien. Nora et moi parlions et nous pensons que tu devrais prendre des vacances quelque part sous les tropiques, avec des plages et des boissons avec des parapluies. Peut-être que je le ferai, mais pas tout de suite. J'ai du travail à rattraper, et Madame Pennington veut que je répare ses marches arrière. La vie glamour d'un héros local. C'est la vie que j'ai choisie. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis heureux de ce choix. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison, éteignant les lumières et vérifiant les serrures. Dans la chambre, je me suis arrêté devant la commode où se trouvait autrefois la boîte à bijoux de Vivian, maintenant vide, à l'exception de la poussière et des souvenirs. Demain, je commencerai le processus pour vraiment aller de l'avant. Je mettrai à jour mes cartes de visite, reprendrai contact avec d'anciens clients et commencerai à reconstruire la vie qui avait été interrompue par la trahison et le crime. Ce ne serait pas facile, mais ce serait honnête. Et après tout ce que j'avais traversé, l'honnêteté me semblait la monnaie la plus précieuse au monde. J'ai éteint la dernière lumière et je me suis installé dans mon lit, écoutant les bruits familiers de la vieille maison qui s'installait autour de moi. Quelque part au loin, une corne de brume a retenti du port, guidant les navires en toute sécurité à travers l'obscurité. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement.